Internautes. L'actualité de la semaine est ainsi révisitée. Actualité hebdo. Ne manquez pas le rendez-vous tous les dimanches sur la CRTV. Bonsoir. Mercredi prochain, 20 mai 2020, les Camerounais vont célébrer le 48e anniversaire de l'État unitaire porté sur les fonds baptismaux en 1972. Une célébration dans un contexte qui rappelle que la crise sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest n'est pas encore finie, qui rappelle également que nombre d'observateurs parlent de la résurgence du tribalisme et du communautarisme dans notre pays. Une occasion aussi pour se poser des questions sur les menaces actuelles et futures contre l'idéal d'unité nationale tel que prôné par le pouvoir en place à Yaoundé. Le rôle des uns et des autres, notamment l'intelligentsia et la classe politique nationale dans la lutte contre les divisions de toutes sortes. Et c'est un débat qui n'en finit pas. Le professeur Mathias Eric Onanguini, spécialiste de sciences politiques, grand débatteur devant l'Éternel et l'invité d'actualité hebdo ce dimanche. Mathias Eric Onanguini, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim Chérif, et bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Alors, pourquoi le débat sur l'unité nationale est-il autant pollué par, on va dire, le soupçon de tribalisme qu'on prête à tous ceux qui participent justement au débat? Dès que vous ouvrez votre bouche, on dit, ici au Cameroun, tribaliste. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, nous sommes dans une conjoncture particulière de l'histoire sociale et politique de notre pays. Et dans cette conjoncture-là, il y a beaucoup de tensions qui sont relatives à la compétition pour le pouvoir. Et malheureusement, les groupes politiques qui s'affrontent dans la compétition pour le pouvoir ont chacun, d'une manière ou d'une autre, une base sociale. Et cette base sociale, dans un pays multicommunautaire, contient évidemment des éléments communautaires qui renvoient à telle ou à telle autre communauté, que ce soit une communauté clanique, une communauté tribale, une communauté ethnique, une communauté ethno-régionale. Étant entendu que tout cela doit se situer aussi par rapport au grand ensemble qui est la communauté nationale camerounaise. Malheureusement donc, la surenchère politique produit donc des luttes qui prennent une forme identitaire. Et dans cette perspective-là, ceux qui considèrent qu'ils doivent prendre la place du groupe gouvernant utilisent un certain nombre d'outils pour contester la perspective en fait qui règle le fonctionnement de notre pays, qui est la perspective de l'unité du Cameroun, unité institutionnelle. C'est cela qui est traduit quand on dit que la République du Cameroun est une et indivisible. Unité politique, parce que tout État est une unité politique, quelle que soit ensuite sa forme, que ce soit un État unitaire, un État fédéral, c'est toujours une unité politique. Il y a donc la volonté de contester tout cela et on recourt donc de manière instrumentale à un discours qui consiste à discréditer la capacité du groupe gouvernant à exercer pour l'ensemble de la communauté le pouvoir. Et compte tenu du fait que nous sommes dans une société de diversité, il est très très commode à ce moment de recourir donc à l'argument tribal ou tribaliste. Simplement, à partir du moment où on rentre dans ce jeu, ça provoque nécessairement une chaîne, un cercle vicieux. Mais est-ce que ça appelle à inquiétude? Oui, dans une certaine mesure, on peut en être inquiet parce que sociologiquement, anthropologiquement, nous sommes un pays de diversité, mais en même temps, il y a des clés qui font qu'en réalité, malgré cette diversité, il y a bel et bien des points de solidarité historique, culturelle et civilisationnelle qui relient tous les compartiments communautaires du Cameroun. En réalité, nous devons voir la chose de manière complexe. Il y a un certain nombre de points de diversité, mais aussi des points d'unité. En fait, nous sommes tous, nous sommes bel et bien tous frères et sœurs. Nous sommes interreliés. À votre avis, le problème c'est qui?
Le problème, c'est qui? C'est les politiciens. C'est eux qui font problème dans, on va dire, cette quête d'unité-là. Les politiciens peuvent faire problème dans une certaine mesure, mais la base de la société elle-même, les citoyens, ne sont pas innocents dans tous ces jeux controversés et polémiques. Et en particulier, il y a un espace qui est bel et bien expressif de toutes ces tensions. C'est un espace assez particulier parce qu'il est entre réalité et fiction, mais la fiction même fait partie de la réalité sociale. Absolument. Ce sont les réseaux sociaux. Tout à fait. C'est d'ailleurs sur ces réseaux sociaux, même si on peut relativiser leur degré de pénétration de notre société, qu'on a bien vu des signaux d'alerte sur la cohésion nationale et même sur la cohérence nationale. Parce que dès 2010-2011 et particulièrement à partir de 2014-2015, c'est devenu très 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 inquiétant. Nous qui avons l'habitude d'être sur ces réseaux sociaux, nous avons bien pu constater cette montée de température en ce qui concerne les controverses identitaires et communautaires. Et à propos justement des politiciens dont nous parlions tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, quand les politiciens parlent d'unité nationale, on les soupçonne de penser tout le contraire? Non, vous le sentez, non, vous, comme analyste politique? En fait, il est tout à fait normal et légitime pour les hommes politiques d'évoquer l'unité nationale. C'est d'ailleurs le point, la position de crédibilité qui peut leur permettre d'avoir des ambitions quant à la capacité de gouverner notre pays. Quelqu'un ne peut pas prétendre gouverner le Cameroun sur la base du chauvinisme et du sectarisme le plus étriqué. Le Cameroun est un pays complexe, le Cameroun est un pays hétérogène, et pour pouvoir le maîtriser, il faut montrer une certaine tolérance, à la fois une tolérance politique, une tolérance culturelle aussi, et c'est comme ça qu'on peut construire les compromis ou le consensus nécessaire pour que notre société amortisse un certain nombre de tensions. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, c'est plutôt une bonne chose que les politiciens se repèrent par rapport à l'unité nationale. Maintenant, il faut simplement dans cet exercice qu'ils montrent de la crédibilité dans leur démarche politique, dans la construction de leurs appareils et de leurs réseaux politiques, qu'on voit effectivement des formations politiques qui s'implantent de façon nationale, dans la manière de vendre leurs programmes politiques, qu'on voit effectivement qu'il y a là-dedans quelque chose qui relève d'une véritable conviction au plan moral et que cela se traduit effectivement dans les actes des leaders, des cadres, des membres et puis ensuite des sympathisants de telle ou telle formation politique. Alors, 48 années d'État unitaire au Cameroun, si on remonte à plus loin avec l'indépendance, la réunification, on peut dire que globalement, c'est un pays qui est dans cette dynamique-là depuis, on va dire, une soixantaine d'années. C'est beaucoup, c'est pas assez. On a encore le temps pour la construction de cette unité-là. Ce que l'on peut dire, c'est que de toutes les manières, quel que soit le temps qu'on mettra, l'exigence de construire et de maintenir et d'entretenir l'unité nationale sera toujours une exigence importante. Même les pays qui ont fait beaucoup plus de temps que nous sur le chemin de l'État-nation, ou comme on le dirait de manière plus technique pour les politologues de l'État territorial, sont toujours tenus de construire en permanence l'unité nationale, parce qu'elle n'est jamais absolue, elle n'est jamais achevée de manière absolue. C'est une quête permanente. C'est une quête permanente, l'unité nationale, parce que cette unité nationale construite au niveau politique et institutionnel voisine aussi avec la diversité sociologique. Nous n'en avons pas le monopole au Cameroun ni en Afrique. La diversité sociologique et anthropologique est au cœur de tous les États. Mais ce qu'on peut souligner, c'est qu'elle est plus forte dans certaines configurations que dans d'autres. Et pour nous, nous nous trouvons dans les configurations où la diversité sociologique et anthropologique est particulièrement forte. Et l'État est de là géré. Aucun politicien sérieux
ne peut perdre de vue ses exigences. En tout cas, une fois qu'il se trouve en situation, c'est-à-dire aux commandes du Cameroun, il est bien confronté à la diversité qu'il faut précisément construire pour qu'elle soit compatible avec l'unité nationale. D'unité dans la diversité, nous parlerons, continuons d'en parler tout à l'heure. Professeur Mathias Eriko Nangini, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Vous répondrez également aux questions de nos internautes, les internautes qui vous adressent leurs questions via Facebook, Twitter et CRTV Web. Elvis Mbimba s'est chargé de faire le tour de la toile pour recueillir ces questions. Actualité Hebdo en sons et images. Ce soir, c'est notre semaine politique et sociale, les audiences du chef de l'État, le plan de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, les préparatifs de la fête du 20 mai et bien sûr, le point de la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Madame, Monsieur, merci de nous accorder votre fidélité. Merci encore d'être des nôtres. À tout de suite. Oui, professeur, à propos justement de cette unité dans la diversité, lorsqu'on regarde un peu la situation au Cameroun, vous avez des groupes ici qui pensent que quand on dit unité dans la diversité, eux, ils sont le dindon de la farce dans cette affaire-là. C'est-à-dire que les grands groupes, ils ont beau jeu de le crier, mais les tout petits ont véritablement des problèmes à exister dans cette unité dans la diversité-là. Je pense que cette posture est une posture qui peut se comprendre dans une certaine mesure, mais si on la tient de manière permanente, elle-même, elle devient problématique. En tout cas, au niveau de la République, l'exigence est une exigence inclusive. La République du Cameroun, en tant que communauté politique, en tant que communauté nationale, est obligée d'inclure l'ensemble des composantes sociales, notamment de ses composantes communautaires. Bien entendu, les différentes composantes communautaires, quel que soit le mode de présentation, que l'on se situe au niveau des lignages, des clans, des tribus, des ethnies, des régions, n'ont pas le même poids. Il faut donc toujours gérer la question de l'importance démographique relative de tel ou tel segment, mais dans une exigence qui est une exigence transversale, c'est-à-dire que ce qui doit prévaloir, c'est l'inclusion de toutes les composantes sociales. Bien entendu, ici au Cameroun comme ailleurs, cela ne peut pas se faire de manière purement apaisée. Il y a toujours effectivement des tensions qui sont des tensions d'ordre symbolique. Ça veut dire le fait, par exemple, pour certains d'appartenir à des communautés qui sont faibles en importance, provoque déjà une espèce de sentiment d'insécurité par rapport à des communautés qui sont considérées comme ayant plus d'ampleur. Donc c'est aux institutions de la République et à ceux qui les conduisent, mais aussi à un certain nombre de médiateurs sociaux de faire comprendre que l'essentiel, c'est de s'inscrire dans le sens de l'inclusion de toutes les composantes. Et ça n'est pas facile, il est vrai. Alors, cette célébration 20 mai 2020, elle se fait dans un contexte bien particulier. Il n'y a pas que le coronavirus, mais il se passe que depuis quelques années, nous sommes en plein dans la crise dite anglophone. Alors, quand on célèbre comme cela, dans le contexte qui est donc celui-là, quel est le message qu'on transmet ou qu'on envoie aux différents protagonistes de la scène politique, sociale du Cameroun? Moi, je pense que le message, il est simple. Le message, c'est que c'est la République qui est supérieure à tous. Le Cameroun est notre maison commune. Chacun y a sa place. Chacun a aussi la liberté d'en envisager l'organisation dans un sens ou dans un autre. Mais par contre, personne ne peut imposer sa manière de voir aux autres, tant que cela n'est pas sanctionné institutionnellement. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie concrètement que les gens peuvent penser à organiser le Cameroun sous telle ou telle forme d'État. Ils sont légitimes au niveau des humeurs et des opinions politiques de le partager, mais ils ne peuvent pas l'imposer à ceux qui ont une pensée différente. S'ils veulent l'imposer, encore faut-il qu'ils puissent avoir la légitimité nécessaire, c'est-à-dire entrer dans tel ou tel processus de représentation politique à tel ou tel niveau, et particulièrement au niveau central, pour prétendre avoir les instruments
de changer la forme de l'État. Par contre, ils ne peuvent pas l'imposer ni par la pression, ni par l'intimidation, et évidemment pas par la coercition, pas par la violence. Et à propos de ce 20 mai, prof, je vous propose, avant de poursuivre notre entretien, d'écouter quelques avis de responsables et hommes politiques sur l'État unitaire. C'est des avis rassemblés pour nous par Agnès Solange-Abesselo. Ce qui caractérisait cette journée, c'était l'enthousiasme de tous les électeurs qui venaient, tous les citoyens qui ont salué la décision du président Ahidjo de ramener donc le Cameroun à ce qu'il a été dès le départ. Un seul Cameroun. J'étais conseiller technique au ministère de l'administration territoriale. Tous les partis politiques camerounais luttaient pour la réunification et l'unité du Cameroun. C'était le parachèvement de la lutte de libération du pays que d'arriver à un pays, un État. Pour moi, c'est une date historique et c'est une date qui marque l'union, c'est une date qui détermine même ce que nous devons appeler le vivre ensemble et mettre en avant, n'est-ce pas, nos différences pour essayer de marcher ensemble et regarder tout au moins sur le même chemin. Donc je pense, pour moi, c'est une date qui reste mémorable et nous devons aller célébrer cette date, mais aller surtout avec nos frères et sœurs vers ce que nous allons appeler l'union sacrée pour notre bien-être. Parce que voyez-vous, divisés, nous sommes faibles, unis, nous sommes forts. L'unité nationale est un paradigme très fort. Quand vous prenez la Constitution des États-Unis d'Amérique, la première phrase, son préambule, c'est « We, the people of the United States of America, in order to form a more perfect union ». Quand vous prenez la Constitution du Cameroun, on est à peu près dans les mêmes approches. Le peuple camerounais, profondément conscient de l'impérieuse nécessité de parfaire son unité. Professeur, lorsqu'on entend ces hommes politiques parler, on se dit, tous sont conscients de ce que sans unité, il n'y a pas de Cameroun. Mais comment se fait-il donc qu'ils n'arrivent pas à transmettre ce message-là à ce qu'on pourrait appeler la population? Je pense qu'il faut aborder la question en intégrant la tension dans les visions politiques. Si effectivement une bonne partie de la classe politique, mais aussi une bonne partie des citoyens, partagent cette perspective en termes d'unité, il y a quand même des courants qui entreprennent de contester l'unité pour des raisons qui sont plus ou moins discutables. On veut revendiquer une autre organisation politique institutionnelle de l'État parce qu'on estime qu'il y a des différences culturelles et ces différences culturelles, ironie du sort, sont les différences culturelles d'origine coloniale dont on préfère valoriser celles-là. Mais à partir du moment où justement on met en avant ce débat en disant que l'organisation de l'État doit être directement modelée en tenant compte des orientations politico-culturelles qui viennent des conditions particulières de la mise en dépendance coloniale du Cameroun, parce qu'au-delà des régimes juridiques, que ce soit le régime du mandat ou de la tutelle, de manière concrète, c'était la colonisation. C'était la colonisation, même si au niveau juridique, ça ne l'était pas. Et à partir du moment où ce type de revendication se pose, ça entraîne également d'autres revendications qui, celles-là, sollicitent d'autres ressorts culturels, c'est-à-dire nos identités historiques précoloniales qui aussi s'invitent dans le débat. Donc, c'est pour cela qu'on a des tensions aujourd'hui qui peuvent concerner sur la forme de l'État. Mais en même temps, comme nous avons une organisation politique qui se fonde sur la démocratie pluraliste, les gens sont libres d'exprimer leur opinion. Ce qui devient problématique, c'est de vouloir imposer son opinion aux autres par la force, alors qu'on n'utilise pas les médiations institutionnelles qui sont nécessaires si on veut proposer une autre direction. Ça veut dire que qui veut entreprendre de modifier la forme de l'État
Soit c'est le peuple camerounais en son entièreté, soit c'est un groupe politique qui dispose des mandats qui constitutionnellement lui permettent de prendre une initiative en la matière dans des règles de procédure qui sont bien définies. Mais on ne peut pas se mettre dans la rue, on ne peut pas se mettre dans le maquis pour entreprendre d'imposer la forme d'État que l'on veut. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est là qu'effectivement il naît un problème. Il naît un problème pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, ce n'est plus simplement la question de la forme de l'État qui est en jeu, c'est l'unité politique du pays qu'on menace, c'est l'unité nationale qu'on menace et ça peut effectivement entraîner des dérives. Et c'est dans ce type de dérive qu'on est rentré. La chance que l'on a, c'est que le socle étatique camerounais est beaucoup plus solide que certains ne l'ont pensé. C'est-à-dire que le processus de construction de l'État est un processus réel. Et il y a un ancrage étatique qui n'est pas aussi facile à démanteler que certains le croient. Et à propos justement de forme de l'État, en 1972, quand on a le référendum qui aboutit à l'avènement de l'État unitaire, il y en a parmi les personnalités politiques, parmi les observateurs qui estiment que ceux qui ont conduit ce processus-là, quelque part, bon, on ne va pas dire qu'il y a eu vice de forme, mais en tout cas auraient roulé, entre guillemets, certains dans la faille. Non, ça c'est une reconstruction historique. C'est une reconstruction historique qui ne tient pas nécessairement compte de la manière dont cela s'est passé effectivement. Il est vrai que même au moment où nous engagions la construction de l'État unitaire, il y avait toujours des sensibilités diverses. Mais là encore une fois, le Cameroun n'a pas le monopole de cela. Si vous prenez un pays comme la République française, le courant politique et institutionnel qui s'est imposé, ce qu'on a appelé le jacobinisme, s'est imposé en dominant, même de manière physique, le courant girondin qui était pour une autre organisation de la France. Et il y a toujours eu en France une tendance, justement, chez certains segments de la société, à vouloir revenir sur une organisation qui privilégiait non seulement l'unité politique, mais au niveau constitutionnel, la forme unitaire de l'État. Donc, dans tous les pays, on a nécessairement plusieurs courants sur la manière dont les choses peuvent se présenter. Mais évidemment, un État ne peut pas être à la fois un État unitaire, un État fédéral, un État confédéral. Il faut bien qu'il ait une forme précise pour qu'il puisse fonctionner. Donc, à mon avis, c'est là où il y a le problème se situe. Ça veut dire que certains, parce qu'ils n'acceptent pas la forme de l'État qui est instituée, parce qu'ils pensent qu'on pourrait faire autrement, croient que cela suffit à légitimer des actions visant à changer la forme de l'État, non pas des moyens institutionnels, mais par des moyens qui sont clairement non institutionnels. Alors, il y a autre chose. On dit unité nationale. Finalement, c'est quoi au Cameroun? C'est le partage des postes entre, on va dire, les différentes élites. C'est-à-dire que tel coin de la République se plaint, on prend un des fils de ce coin-là, on lui donne un poste de directeur général ou de ministre, etc. C'est ça, c'est ce qui permet de consolider cette unité-là? D'abord, il faut aborder la question en se préservant de l'envisager de manière polémique. Personne, Monsieur Chérif, ne peut gouverner et ne pourra gouverner ce pays sans les techniques que vous avez présentées sous un angle polémique. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, sociologiquement et anthropologiquement, le Cameroun est un pays de diversité socio-anthropologique. Nous avons au Cameroun un croisement entre tous les sous-courants qui constituent la grande ère géocivilisationnelle africaine. Et tous ces sous-courants, qui sont 4 ou 5, se retrouvent au Cameroun. Cela n'est pas facile à gérer. Donc, sous le prétexte qu'il y a la République, vous ne pouvez pas éliminer cette réalité. La République n'est pas seulement un concept abstrait, ce n'est pas une République éthérée. Cette République, c'est aussi une République concrète. C'est une République colorée par cette diversité. Il faut donc pouvoir lier les deux. Cela dit, on ne peut évidemment pas réserver l'unité nationale à ce que vous avez appelé une répartition, une distribution de positions de pouvoir au sein de l'État. L'unité nationale, c'est d'abord un esprit. C'est un esprit qu'il convient de véhiculer à travers l'éducation et l'instruction. Il faut pouvoir, de manière permanente,
faire que les Camerounais aient confiance en leur nation, en la communauté nationale qu'est la République du Cameroun. Il faut en permanence cultiver chez eux l'amour de leur pays. Et on peut cultiver l'amour de son pays tout en sachant que ce pays est dans le monde et qu'il n'est pas nécessairement parfait. Et ce n'est pas parce que notre pays, sous un angle ou sous un autre, peut présenter tel défaut que nous devons le liquider, que nous devons le diviser, que nous devons l'anéantir. Or, justement, beaucoup, en raison peut-être du fait que cette exigence de culture civique et de culture nationale n'a pas toujours été maintenue, pensent que parce qu'ils ont des choses à dire sur la manière dont le pays est conduit, cela doit légitimer des conduites qui peuvent mener le pays à l'éclatement. Je dis non. C'est-à-dire que menacer l'unité nationale, c'est la ligne rouge à ne pas franchir. C'est la ligne rouge à ne pas franchir. Alors, la fameuse règle de l'équilibre régional dont on parle tant au Cameroun, alors, qu'est-ce que cette règle-là a apporté dans la construction de l'unité nationale? Vous savez, monsieur Chérif, dans beaucoup de pays, et pas seulement dans les pays africains, on ne peut pas gérer la communauté sans introduire ce que j'appellerais des techniques de mitigation politique, c'est-à-dire des techniques qui vont permettre à l'État de gérer, d'incorporer la diversité sociale. Les États-Unis d'Amérique ont été obligés, en raison de la nature multiculturelle de leur société et en raison des effets, de certains effets de cette multiculturalité, obligés d'introduire ce qu'on appelle l'affirmative action. Absolument. La République française, qui a pourtant, du point de vue de son lexique politique, de son discours officiel dominant, une perspective unitaire, universaliste et assimilatrice, a bel et bien été obligée d'intégrer ce qu'on appelle dans sa gestion politique et administrative la discrimination positive. Notre voisin, la République fédérale du Nigeria, utilise ce qu'on appelle le federal character. Le Gabon utilise ce qu'on appelle la géopolitique. Et nous, au Cameroun, nous avons inventé donc un ensemble de technologies de mitigation que nous appelons l'équilibre régional. Peut-être, comme rien n'est jamais parfait dans la construction humaine, le problème qu'il y a avec l'équilibre régional, c'est que toutes ces dimensions ne sont pas codifiées. Encore pourrait-on les codifier, ce n'est même pas évident. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de règles qui relèvent de conventions pratiques, qui ne sont pas toutes fondées sur des textes. C'est donc un ensemble d'habitudes et ça peut créer donc l'idée que dans certains de ces compartiments, l'équilibre régional est arbitraire et qu'en fait, il n'est pas toujours respecté. Mais l'équilibre régional repose aussi, depuis longtemps, sur un certain nombre de règles qui sont essentielles en réalité pour la stabilité du Cameroun. Ce n'est pas parce qu'il y a des groupes qui, pour une raison ou l'autre, veulent les discréditer que ces règles-là ne sont pas pertinentes. Monsieur Chérif, tel que le processus de colonisation est rentré dans notre pays, tel qu'il s'est étalé sur l'ensemble du pays, il n'a pas fonctionné dans toutes les grandes régions de la même manière. Par exemple, au niveau de l'incorporation d'une institution comme l'école, si vous veniez au départ, quand nous sortons de la décolonisation, quand nous entrons dans la phase de l'indépendance légale, avec une conception relevant de ce que j'appelais tout à l'heure la République éthérée, en disant, bon voilà, comme nous sommes en République, les concours, il suffira que tout le monde se présente et fasse jouer son mérite. La fameuse méritocratie, voilà. Faut la relativiser. Donc, sous le prétexte de faire jouer le mérite, en fait, vous allez reproduire des choses qui relèvent de l'injustice. Dans la gestion de la République, la visée d'égalité est importante, mais la visée de l'équité l'est aussi. Et je pense que, tant bien que mal, dans une certaine mesure, l'équilibre régional permet de l'avoir, même s'il suscite aussi des mécontentements et des frustrations. Mais ce qu'il faut dire sur ce point, pour finir, c'est que l'équilibre régional nous a préservé de certaines crises qu'on a vues dans des pays analogues. Il y a des pays
qui, sur notre continent, sont rentrés dans des crises graves et des guerres civiles parce qu'il n'y avait pas d'instrument du type de l'équilibre régional des pays voisins, sans rentrer dans l'analyse. On voit très bien de quel pays on parle. De quel pays on parle, des pays un peu plus lointains, mais qui ne sont pas très loin de nous, ont aussi connu ce problème. Et c'est ce qui a entraîné là-bas, finalement, une évolution conduisant vers une sécession. Alors, professeur Onanguini, nous allons vous parler maintenant de la semaine telle qu'elle s'est déroulée sur le plan politique. On prépare effectivement la fête nationale. On parle de cette audience du chef de l'État accordée aux représentants Afrique centrale des Nations Unies, entre autres sujets que nous déroule ici Séverin Aligambele. Sur le front de la lutte contre la Covid-19, de la réunion d'évaluation hebdomadaire de la stratégie de riposte gouvernementale, on retient que l'effort de solidarité nationale a permis de mobiliser 3,5 milliards de francs CFA. Du coup, on voit à l'horizon un recadrage rationnel des activités de lutte contre la pandémie. Recadrage supposé effectif au niveau de la sensibilisation des masses, avec le don spécial de 2 milliards de masques offerts aux 10 régions du pays par le chef de l'État. Ce grand don du chef de l'État dans les 10 régions est un message fort de sensibilisation des populations sur les dangers de Covid-19. En portant le masque, vous protégez votre vie et la vie des autres. Une fois de plus, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, père de la nation, a parlé par des actes concrets. Le combat contre la maladie à coronavirus occupe les devants de l'actualité politique. Du fait de la crise sanitaire générée, on aura cette année, comme en 1984, une fête de l'État unitaire sans les manifestations publiques habituelles. Toutefois, dans l'ordre des rappels en mémoire, les 8 symboles et emblèmes nationaux nous rapprochent un tout petit peu de l'histoire du 20 mai 1972. Il y a 3 éléments essentiels, c'est-à-dire qu'il y a la différence que les Camerounais chaque Camerounais doit faire lorsqu'il voit les symboles emblèmes de la République. Il y a l'autre élément, il y a l'élément d'identification, c'est-à-dire que le Camerounais doit s'identifier aux symboles emblèmes. Et évidemment, il y a le 3e élément dont je veux, c'est la fierté. La fierté d'être Camerounais lorsqu'on regarde le drapeau vert ou jaune, c'est souvent quelque chose de magnifique. Une fête de l'unité sans tambour ni trompette, en préparation minimale dans les esprits, un moment tout de même de célébration des valeurs qui fondent la République. Professeur Mathias Eric Onanguini, voici maintenant l'heure ou le moment des questions que vous posent les internautes. Nous allons y aller tout doucement. Alors, Dieudonné Désiré Bicor, il dit que certains aient 60 enfants, bon, il exagère un peu, sans le moindre lopin de terre, n'est-ce pas une bombe à retardement, un problème pour l'unité nationale? Oui, disons, dans le cadre de la République, l'une des exigences, c'est l'équité. Et ici, les choses sont difficiles à mettre en place parce qu'en même temps, les modèles politiques et économiques que nous avons choisis mettent en avant dans une certaine mesure la compétition. Or, sur le plan économique, sur le plan socio-économique, cette compétition peut générer des inégalités, particulièrement sur le terrain foncier, et susciter donc des crispations sociales, des crispations en termes de classe, ou même des crispations en termes de lutte entre les communautés. Et je pense que la République doit veiller à maintenir cette exigence d'équité, à faire en fait la balance entre la logique de la compétition qui permet dans une certaine mesure l'accumulation foncière, et puis de l'autre côté, la nécessité de prendre en compte le fait que tout le monde aussi a droit à la terre. Soaibou, un autre internaute dit « 20 mai, est-ce la fête nationale de l'unité ou la fête de l'unité nationale ?» Oui, il joue un peu avec les mots. Il joue un peu avec les mots, mais ce qu'il dit peut avoir du sens. Quand il pense la chose en termes de fête nationale de l'unité, cela permet d'entrevoir aussi les courants qui en fait n'ont jamais accepté l'évolution du Cameroun vers un État unitaire comme forme de construction de l'unité nationale. Et il y a eu une lutte symbolique qui fait que pour beaucoup de ces courants,
la date de la fête nationale du 20 mai pour eux n'est pas légitime. Mais c'est une opinion qui peut être contrebalancée par celle de ceux qui pensent qu'effectivement le 20 mai est bien la fête de l'unité nationale. Pour nous, quoi que l'on pense, le 20 mai est la fête de l'unité nationale parce qu'il s'agit d'un processus. Les conditions historiques ont imposé la division de l'entité Cameroun telle qu'elle avait été structurée à l'époque allemande, entre 1884 et 1916. Après la fin de la Première Guerre mondiale, comme on le sait, le Cameroun a été placé sous mandat, sauf que de manière concrète, ce mandat s'est révélé être un double mandat, divisé entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et la République française. Cela a donc eu évidemment un impact sur la manière dont le mandat a été conduit dans les deux parties du Cameroun. Et voilà pourquoi, dès le milieu des années 1940, un certain nombre de groupes politiques, des associations politiques simplement, puis des partis politiques, ont commencé à poser la question de la réunification. Dans l'histoire politique du Cameroun, c'est ça qui est étudié sous le terme du pancamerounisme, comme le dit par exemple le professeur Emmanuel Chiabi qui a étudié ces questions. On a commencé à parler de réunification et différentes formations politiques se sont emparées de la question de la réunification. Sauf que ce double mandat transformé en double tutelle à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale a eu des effets jusqu'au processus d'indépendance. Et l'indépendance ne s'est pas passée comme certains groupes le demandaient, avec une réunification préalable. On a d'abord envisagé l'indépendance de la partie dite francophone, qui est donc devenue indépendante le 1er janvier 1960, et dans le processus de règlement de la décolonisation de la partie dite anglophone, qui s'est déroulée fondamentalement à partir du milieu des années 50 et surtout de 1959, on a abouti donc au référendum de février 1961, où une partie du Cameroun placé sous mandat britannique a choisi d'être rattaché au Cameroun, le Southern Cameroons, alors que le Northern Cameroons, dans des conditions très controversées, lui a choisi plutôt d'être rattaché au Nigeria. En fait, il y a eu comme une espèce de compromis entre les puissances tutélaires, la France et la Grande-Bretagne. On donne au Nigeria le Nord. On a fait une espèce de partage. On donne au Nigeria le Nord, le Cameroun, la France et le Cameroun francophone prennent le reste. Et ça a eu des effets qui justement nous conduisent de manière récurrente à cette tension-là. Alors, Abba Alim, toujours un internaute, dit « Les concepts sardinards et tontinards ne freinent-ils pas ce chantier de construction de l'unité nationale ?» C'est des concepts très à la mode. Ce sont des concepts contingents et ce sont des concepts conjoncturels. Et ce sont des concepts qui sont liés à une conjoncture politique ou certains groupes politiques. Parce que c'est un groupe politique bien précis qui en réalité est à la base de tout cela, même s'il en impute la responsabilité à d'autres. Je ne voudrais pas rentrer dans ça ici parce que nous sommes dans une autre perspective. Nous sommes dans une perspective didactique où il faut consolider l'unité nationale plutôt que polémiquer sur ce genre de choses. Ce sont des concepts contingents. Mais quand vous regardez même, oui, tontinard, oui, sardinard, mais en réalité, l'élément fondamental, ça reste le Cameroun. Sauf pour certains petits segments qui sont dans une autre logique, qui en réalité ont profité de toute cette surenchère depuis 2015. Mais tontinard, sardinard, c'est plutôt des querelles ou des luttes de pouvoir, non? Bien entendu, c'est des querelles et des luttes de pouvoir qui s'expriment et qui peuvent justement avoir un effet sur la cohésion nationale en touchant aussi effectivement la question des liens entre les communautés. Parce que justement, les sociétés de diversité sont assez délicates. Et il faut faire très attention à certaines choses. Et surtout les politiques doivent éviter de cautionner des discours qui vont conduire à stigmatiser telle ou telle composante nationale. Doivent éviter de relayer des idéologies qui considèrent que les différentes composantes communautaires qui sont le socle anthropologique de notre République sont inégaux, sont ontologiquement inégaux. La République suppose par principe l'égalité. Tout le monde en République est égal.
Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle l'égalité devant la loi. Il est donc très 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 important d'éviter ce genre d'appropriation parce que c'est très 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 dangereux. Il est encore plus dangereux, comme on a pu le voir sur des réseaux sociaux, de voir des idéologues en fait qui confinent à la psychopathie, parce que c'est la psychopathologie, appelés de manière publique à la liquidation de telle ou telle communauté. Cela est intolérable. Et cela ne peut même pas être défendu sous l'angle du jeu de ping-pong, c'est tel ou c'est tel autre qui a commencé. Nous devons éviter cela parce que ça, c'est faire les apprentis sorciers. Ladiva Sawa de Bengbis dit, vu la définition du mot nation, le Cameroun est-il une nation? Oui, le Cameroun est bel et bien une nation. Mais est-ce que vous comprenez que cette question revient régulièrement? Cette question revient parce qu'en réalité, nous sommes restés trop dépendants des visions de l'ordre politique qui nous ont été transmises par les groupes qui représentaient les puissances dominantes, en fait des puissances coloniales, malgré les régimes de mandat et de tutelle, qui veulent faire croire que la nation n'est qu'un ordre social organisé sous la forme d'un État territorial, tel que l'État territorial s'est dégagé de l'histoire de l'Occident à partir du XVIIe siècle après Jésus-Christ. Non. Quand vous avez une connaissance fine de l'anthropologie politique, sociale et culturelle du monde, il y a plusieurs formes de nation. La nation, elle est clanique. La nation est villageoise. La nation est tribale. La nation est ethnique. La nation est résidentielle, c'est-à-dire qu'elle peut mêler des gens qui appartiennent à plusieurs segments ethniques. La nation est étatique, et c'est cette nation étatique généralement qu'on présente comme le seul modèle de la nation. Et voilà pourquoi beaucoup, en raison de notre diversité sociologique, pensent que nous ne sommes pas une nation. Non. Le Cameroun, comme les autres pays comparables, est bel et bien une nation. Et c'est une nation qui est beaucoup plus ancrée que certains ne pensent. Elle n'est pas aussi facile à démanteler que ça. Parce elle n'est pas fragile. Elle n'est pas aussi fragile qu'on pense. L'esprit camerounais existe bel et bien au-delà des divergences politiques, au-delà des frictions entre communautés qui peuvent intervenir, qui n'ont jamais d'ailleurs été absolues. L'esprit national camerounais existe bel et bien. Il a d'ailleurs été ironiquement nourri par des groupes qui aujourd'hui sont plutôt des groupes en marge. Vous ne pouvez pas comprendre l'élément, disons, central à la personnalité camerounaise, cette espèce de capacité à se défier de l'étranger quand l'étranger veut instrumentaliser les Camerounais pour détruire le Cameroun. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que si une formation politique comme l'UPC n'a pas pu prendre le pouvoir dans sa concurrence avec les autres groupes politiques, que ce soit l'UCP, l'UNC et le RDPC, elle a imposé une certaine manière de voir les choses. Donc, en réalité, elle a contribué à sa manière à la construction de cet ensemble national. Il y a une certaine forme. C'est vrai que là aussi, les choses peuvent se dégrader. Il y a une certaine forme de fierté à être Camerounais. Mais qui est menacé par l'attitude de certains groupes de Camerounais qui se sont spécialisés dans le discrédit contre leur pays. Une sorte de Cameroun bashing. Voilà, de Cameroun bashing permanent, en oubliant que c'est toujours une manière de se dégrader soi-même. On peut ne pas être d'accord sur telle ou telle chose, on peut estimer que telle ou telle chose ne fonctionne pas, mais il faut toujours donner de la valeur à son pays. Toujours avoir le Cameroun à cœur. Alors, Zibama, alias Général, il dit comment stopper le rejet des halogènes dans certaines zones. Là aussi, encore une fois, ce sont des débats qui sont des débats biaisés. D'abord parce que halogène n'est pas une identité substantielle. Monsieur Chérif, ni vous ni moi ne sommes des halogènes de manière absolue. Halogène est un concept relationnel. Ça veut dire qu'on est halogène quelque part et on est autochtone ailleurs. Et personne n'a dit, contrairement à ce que certains veulent faire croire, que le fait d'être halogène vous prive de tout droit. Non. C'est simplement la manière
de prendre en charge la réalité historique et sociale de notre société, où vous ne pouvez pas éliminer par un décret ou par un fiat idéologique la réalité de la diversité. C'est simplement cela. Les Camerounais sont Camerounais partout, mais ce n'est pas le prétexte pour que certains croient que parce qu'ils sont Camerounais partout, ils peuvent donc imposer de manière absolue une forme d'hégémonisme aux autres. Non, la République ne reconnaît pas l'hégémonisme de tel ou de tel autre. La République est inclusive, la République est notre maison commune. Simplice Fokam dit, ne faut-il pas faire émerger des langues véhiculaires nationales pour sortir du paradigme francophone-anglophone, source de la crise actuelle dans le nord-ouest et le sud-ouest? De manière sociologique, les langues véhiculaires existent. Absolument. Le Fulfulde dans les régions septentrionales, le Douala dans une bonne partie du littoral. Dans ce qu'on pourrait appeler le Sawaland. Le Sawaland, si on peut appeler ça comme ça. Le Bassa aussi, à cheval entre ce que vous appelez le Sawaland et d'autres régions dans le centre. Des variantes de la langue dite Beti. Bon, Beti, c'est entre guillemets ici, parce que chez les Beti, il y a au moins une ou deux séries de langues. Mais la langue dominante, qu'on peut appeler la langue Fan, qu'on appelle les Wondo, le Boulou, le Boulou dominante dans une partie du sud et de l'est, et puis les Wondo, et le Mongé Wondo, qui est une espèce de Pidgin Wondo dans une grande partie de l'est. Donc il y a également le Fefe dans une grande partie de l'ouest, il y a le Mungaka dans le nord-ouest. Donc il existe des langues véhiculaires. Par contre, justement parce que dans notre pays, il y a un sens très très poussé de la particularité, si vous envisagez de codifier cela, vous allez provoquer des dynamiques politiques de résistance. Les gens vont dire, ah, mais pourquoi on veut codifier au profit de telle langue? 300 langues. Hein. Voilà, plutôt que de telle autre. Absolument. Maintenant, il est évident que la gestion du bilinguisme officiel français-anglais suscite des tensions. Mais je pense qu'il y a une solution qui n'est peut-être pas une solution absolue, mais c'est de faire que les Camerounais parlent plusieurs langues. Qu'ils parlent d'abord leur langue communautaire propre, puis des langues communautaires d'échange, des langues régionales, et qu'ils parlent le français de manière assidue le français et l'anglais. DS Bessala, le fédéralisme n'est-il pas le meilleur moyen de taire nos querelles? Ça, c'est du fétichisme. Ni l'État unitaire, ni l'État fédéral en soi ne vont faire qu'il n'y ait plus de problèmes au Cameroun ou ailleurs. En fait, ce qui est important, c'est la manière dont on conduit le modèle institutionnel et constitutionnel qu'on a choisi et qui est prévalent. Et d'ailleurs, en raison de ces tensions, vous avez bien vu que la République du Cameroun a dû se réajuster au plan institutionnel, ce qui est en fait une espèce de transformation constitutionnelle douce. On est passé de l'État unitaire décentralisé, qui est toujours pertinent dans son principe, à un État unitaire décentralisé à vocation régionale, avec l'introduction du statut spécial dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui montre que l'État intègre dans une certaine mesure les contradictions sociales. C'est-à-dire que les choses ne sont pas figées. Voilà, sans que cela conduise à une amplification des contradictions qui mettent en question fondamentalement la stabilité, la sécurité et l'unité du Cameroun. Une dernière question d'internaute. Eric Bessala dit, que pensez-vous du fédéralisme communautaire? C'est ce qu'il dit, c'est son mot à lui. Une décentralisation dans laquelle chaque ensemble ethnico-culturel pourra manifester sa spécificité tout en ayant un État central qui garantira le socle commun. Je pense que sur le plan intellectuel, je dis bien sur le plan intellectuel, l'une des premières personnes, sinon la première à en avoir parlé avec ces termes-là, c'est bel et bien moi. Mais moi, je ne l'ai jamais fait de manière dogmatique. Pour moi, d'ailleurs, ce qu'on appelle le fédéralisme communautaire n'est pas encore historiquement mature pour notre pays. Mais les premières tendances qui peuvent nous y conduire sont déjà là. Et elles sont d'ailleurs prises en compte depuis longtemps. C'est ce qui a amené
les dirigeants de notre nation depuis longtemps à introduire ce qu'on a appelé tout à l'heure les techniques de mitigation, l'équilibre régional. C'est parce que vous ne pouvez pas gouverner le Cameroun sans rencontrer la question de la diversité, sans rencontrer la question de la friction possible et réelle entre les segments sociaux qui constituent notre pays et sans devoir la pacifier. Voilà pourquoi ces techniques ont été utilisées et personne... ce serait un mensonge de faire croire aux Camerounais que quelqu'un pourrait gouverner ce pays sans des techniques équivalentes, même si ce n'est pas exactement ça, c'est quelque chose qui va s'en L'objectif étant de maintenir cette unité. Voilà, de maintenir l'unité et de maintenir la cohésion et de réguler la diversité pour que la diversité ne devienne pas une menace pour l'ensemble national. Et donc, ce projet-là viendra à maturité quand nous serons sortis des sectarismes. Parce que beaucoup de ceux qui développent cette logique, en réalité, masquent derrière le fédéralisme communautaire de véritables projets de souveraineté. Et d'ailleurs, ce qui nous amuse, c'est que depuis que nous sommes rentrés dans cette tension, on a 25 millions de constitutionnalistes et de politologues. Tout le monde est devenu constitutionnaliste. Des gens qui n'ont jamais mis les pieds à soi, ou avant Angwaekele, sont subitement devenus de grands spécialistes des modèles institutionnels, des régimes politiques, des États. Pourquoi pas? Mais il faut leur dire qu'évidemment, c'est des choses qui sont plus subtiles. Ce n'est pas pour rien qu'on les apprend dans des institutions spécialisées. Et notamment à l'université. Tout à fait. Voilà. Alors, nous allons passer à autre chose. C'est un peu notre troisième halte ici, un troisième arrêt en sons et en images dans cette émission. Un nouvel évêque à Bafia. Les derniers jours du mois de Ramadan et la lutte contre le coronavirus au Cameroun. Voici Franck Evina et la semaine sociale. Visioconférence pour évaluer la lutte contre le coronavirus. Cette semaine, le point sur la pandémie a révélé un taux de guérison de 60%, 3,5 milliards de francs CFA déjà récoltés dans le Fonds spécial de solidarité institué par le chef de l'État et 1725 compatriotes jadis bloqués à l'étranger sont revenus au bercail. Par ailleurs, le nombre continu de contaminations a amené le gouvernement à prolonger les mesures restrictives et encadrer la rentrée des classes du 1er juin prochain. Il n'y aura par contre plus de reprise cette année pour les footballeurs. Le comité exécutif de la FECAFOOT a décidé de la cessation de toute compétition. Objectif, préserver la santé des joueurs. Chez les messieurs, sur la base du classement provisoire, PWD est sacré champion du Cameroun 2019-2020. Les premières pousses de gazon déjà visibles au stade de Lembe. Le ministre des Sports Narcisse Mouele-Kombi est allé évaluer les travaux cette semaine. Les deux annexes sont à plus de 89% d'avancement. Nous sommes toujours, comme prévu, sur un démarrage de la mise en service et de la réception avec le maître d'ouvrage au courant du mois d'octobre. C'est la première fois que dans cette cuvette, nous avons une pelouse verdissante. Il y a lieu de s'en réjouir. Le système de visite technique emprunte un virage décisif après la décision ministérielle du 16 mars dernier, réorganisant les modalités d'acquisition de cette pièce et l'intensification des contrôles depuis cette semaine. Ça se bouscule dans les centres de visite technique. Il y a les centres de contrôle technique qui sont fermés, qui ne respectent pas le cahier de charges des nouveaux systèmes. Cela a donné plus d'affluence dans notre centre, nous qui sommes conformes. Une semaine tout en grâce pour les fidèles du diocèse de Bafia. Sa sainteté, le pape François a nommé Monseigneur Emmanuel Dasseyoufa à la tête de cette circonscription épiscopale. Une nomination après 3 ans sans évêque. J'étais comme perdu. Mais vraiment, ne serait-ce que cette nouvelle qu'il est déjà là. Je suis dans une très grande joie. Nous remercions Dieu pour le choix qu'il a fait sur son serviteur. Heureux celui qui vient au nom du Seigneur. On rend aussi grâce à Dieu dans la communauté musulmane pour le bon déroulement du mois du jeûne de Ramadan. Les fidèles d'Allah continuent d'observer sereinement le 4e pilier de l'islam. Les 10 premiers jours, c'est pour chercher la miséricorde d'Allah. Les 10 autres deuxièmes jours, le pardon de nos péchés. Et les 10 derniers jours ici, nous cherchons l'affranchissement de la fête du jeûne. Cette année, le jeûne est marqué par l'application des mesures de restriction et les gestes barrières anti-Covid-19.
Retour sur ce plateau avec notre invité, le professeur Mathias Serik Onanguini, pour ce qui va constituer la dernière ligne droite de notre entretien avec une ou deux ou trois questions. Alors, nous célébrons le 48e anniversaire de l'État unitaire aujourd'hui, dans un contexte dans lequel on parle beaucoup de fédéralisme. Bon, il y a eu le grand dialogue national, un certain nombre d'événements comme ça, heureux ou malheureux, qui, à un moment donné, ont quand même secoué ce qu'on pourrait appeler le socle Cameroun. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter à la fin de ce que on pourrait sortir de cette situation-là relativement fragilisée? Je pense qu'il faut être inquiet, mais en même temps, il ne faut pas paniquer. Toutes les nations, à des moments précis de leur histoire, sont confrontées à ce type d'épreuves. Et si elles font précisément montre de maturité, elles peuvent les surpasser. Je pense que l'essentiel, c'est que les Camerounais comprennent que notre destin est commun. Et si notre destin est commun, nous devons construire des compromis. Chacun ne verra pas refléter de manière absolue sa manière de voir dans les institutions, mais on peut arriver à un accord relatif. Je pense que nous avons intérêt à exploiter la piste qui a été ouverte lors du grand dialogue national par le président de la République, qui est justement, avec la reconnaissance du statut spécial, d'intégrer ce qui est praticable dans un certain nombre de revendications, mais d'intégrer cela sans que ça menace la stabilité de l'ensemble national. Parce que le problème ici au Cameroun, c'est que chacun veut voir le Cameroun seulement par sa petite lorgnette et croit qu'il est seul à être Camerounais et voit le Cameroun seulement à partir de ses préoccupations, ses attentes et ses problèmes. Et évidemment, le Cameroun, c'est une combinaison de diversité. Donc il y a une diversité d'attentes, une diversité de problèmes, une diversité d'aspirations. Il faut trouver une synthèse pertinente pour cela. Je pense qu'avec ça, si nous y prêtons vraiment du sérieux, en inscrivant ça dans une décentralisation qui peut se faire de manière graduelle mais méthodique, de façon à ce que la communauté nationale et surtout la base citoyenne voient progressivement la décentralisation naître de façon et concrète, faire reculer le modèle ancien de l'État centralisé, ça peut permettre de revenir sur le terrain de la stabilité confiante. Alors, il y a une responsabilité qui est souvent interpellée dans ce contexte-ci, c'est la responsabilité, on va dire, de l'intelligentsia, de la classe intellectuelle camerounaise, qui n'a pas toujours joué le bon rôle dans toutes ces querelles-là. Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes un intellectuel, vous êtes souvent interpellé vous-même. Non, je pense que c'est un faux procès. C'est un faux procès. On ne peut pas dire que par définition, les intellectuels aient joué... L'intellectuel doit-il forcément choisir son camp entre... Non, le pluralisme permet à celui qu'on appelle intellectuel de se situer de manière plurielle. Il peut choisir un camp, ce n'est pas illégitime. Un intellectuel a le choix, par exemple, s'il le veut, d'avoir un engagement politique fort, qui peut même prendre une forme partisane. Je ne vois pas pourquoi vous allez reprocher à tel ou à tel d'avoir tel ou tel positionnement. Un intellectuel peut avoir un engagement politique, mais qui ne se traduit pas par le choix d'un parti. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une coloration idéologique dans sa manière de se situer par rapport aux affaires publiques. Un intellectuel peut même avoir un positionnement beaucoup plus distancié, mais ce positionnement ne signifie pas qu'il n'ait pas de sentiments, qu'il n'ait pas d'humeur, qu'il n'ait pas d'opinion. Malheureusement, peut-être le problème aussi, c'est que beaucoup de nos concitoyens sont toujours dans l'attente de prophètes et de messies. Ils se remettent toujours à d'autres. Ce sont ceux-là qui doivent parler pour eux. Mais le problème, c'est qu'ils ne veulent même pas laisser à ceux-là la liberté de parler. Puisqu'ils les ont choisis pour parler, il faut que ceux-là parlent dans le sens qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils peuvent stigmatiser tel ou tel quand ils estiment qu'ils ne s'expriment pas dans le sens convenu. Or, un intellectuel a une autonomie, quel que soit son positionnement idéologique, il a une autonomie mentale qui lui permet de construire avec liberté ses opinions. Professeur Mathias Serik Onanguini, vous étiez l'invité d'actualité hebdo ce dimanche et merci de votre disponibilité. Je vous en prie. Et de vos éclairages. Je vous en prie, mais permettez-moi de dire un dernier mot. Allez-y, je vous en prie. Je compare toujours notre pays à une peau de panthère. La peau de panthère, elle a des taches claires, elle a des taches sombres.
Sa beauté, ce n'est ni les taches claires, ni les taches sombres, c'est l'ensemble. Les Camerounais doivent comprendre que c'est notre diversité qui peut être la base de notre unité. Et quand nous l'aurons compris, la peau de panthère sera la plus belle possible. Voilà qui est bien dit. Et on va le retenir. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Merci de votre aimable attention. Restez chez vous si vous en avez la possibilité. Préservez-vous, préservons-nous. Merci encore. Bon dimanche, bonne semaine et surtout, bonne fête du 20 mai.